rendez-vous de l'économie sur i24 News. Bienvenue dans Économie le Mag. Voici les titres de cette édition. L'Espagne est-elle sur la voie de la reprise ou au contraire poursuit-elle sa course fatale vers le précipice économique après la timide éclaircie d'une sortie de récession le mois dernier? Les chiffres records du chômage sonnent comme un cruel retour à la réalité. Y a-t-il une alternative à la rigueur? C'est la question que nous poserons dans un instant à une spécialiste de l'économie espagnole, Daniel Schweizgut. Et puis un peu plus d'exotisme en seconde partie d'édition. Nous nous intéresserons à un marché d'avenir, en tout cas c'est ce qu'on veut croire, en Afrique de l'Est, celui de l'art contemporain local. Un marché encore embryonnaire qui tente d'attirer l'œil des collectionneurs étrangers. À la clé des sommes encore modestes, mais beaucoup d'espoir et d'ambition. On y revient dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, un point sur l'essentiel de l'actualité économique avec d'abord la réunion aujourd'hui à Francfort du Conseil des gouverneurs de la BCE. Et c'est officiel, la Banque centrale européenne réduit son taux de refinancement à 0,25%. C'est une surprise et c'est donc un nouveau plus bas historique. Il était depuis début mai à 0,5% et c'était déjà un plancher record. Il s'agit du principal taux directeur, on le rappelle, des banques centrales, le loyer de l'argent. En parallèle, la BCE et son patron Mario Draghi ont maintenu à 0% le taux de dépôt au jour le jour et ont abaissé à 0,75% le taux de prêt marginal. Le communiqué a été publié en début d'après-midi. Certains économistes espéraient cette baisse du taux de refinancement en raison, on le sait, du tassement de l'inflation qui reste au plus bas dans la zone euro à 0,7% en taux annuel au mois d'octobre. Les chiffres officiels de la production industrielle en Allemagne, ils sont tombés à la mi-journée et ils sont plutôt décevants puisqu'on constate un recul de 0,9% pour le mois de septembre. C'est plus que prévu. Les analystes tablaient sur une baisse de seulement 0,2%. Malgré tout, le ministère de l'économie souligne que la tendance montre que Berlin, moteur économique de la zone euro, reste sur la voie de la reprise avec une moyenne de plus 0,06% sur 2 mois. La progression du mois d'août a été revue à la hausse à plus 1,6% contre plus 1,4% en estimation initiale. Des chiffres de la production industrielle très attendus, très observés par les marchés. L'Allemagne restant la 3e puissance exportatrice mondiale derrière la Chine et les États-Unis. Un quinquennat sous le signe de l'avarie budgétaire. C'est ce que promet en somme Bernard Cazeneuve, le ministre français du budget, annonce ce jeudi dans un entretien paru aux Échos des économies de 15 milliards d'euros par an à partir de 2015. 15 milliards, c'est ce qui a déjà été décidé pour 2014, un effort sans précédent, exigeant de l'aveu du ministre, mais c'est, dit-il, ce qui nous sortira de la crise. Bernard Cazeneuve qui affirme qu'il sera, je cite, intraitable sur le respect des objectifs de dépenses. Le gouvernement entend tenir l'objectif de prévision de déficit public à 4,1% du PIB cette année. Au Venezuela, après la création le mois dernier d'un ministère pour le bonheur social suprême du peuple, le président Nicolás Maduro a annoncé hier un ensemble de mesures pour combattre la spéculation, pour réguler les importations et pour contrôler l'assignation des dollars au prix officiel afin d'éviter leur revente au marché noir. Un discours fleuve, 3 heures au total pour expliquer que le Venezuela fait face à une guerre économique menée, dit-il, par le secteur privé allié de l'Amérique et de l'opposition. Il y a 10 ans, Caracas a institué un régime d'échange strictement encadré où le dollar se négocie officiellement à 6,30 bolivars. Mais sur le marché parallèle, il se revend 8 fois plus cher. Voilà, et puis on a reçu dans l'après-midi les chiffres du PIB américain et ils sont nettement supérieurs aux attentes alors que le consensus tablait sur un ralentissement de la croissance après le shutdown, on s'en souvient, à 2% environ. Le rapport publié tout à l'heure indique un score de plus 2,8% pour les États-Unis au 3e trimestre en rythme annualisé. L'indice de prix rattaché au PIB a lui grimpé sur un rythme de 1,9% toujours pour le 3e trimestre contre plus 1,4% prévu là encore par le consensus. Une sortie de 2 années de récession confirmée, mais rien n'y fait. L'Espagne reste en crise. Le pays ne parvient pas à enrayer la spirale infernale du chômage. Il était une fois de plus à la hausse au mois d'octobre à 4 800 000 demandeurs d'emploi, 26% de la population active. La faiblesse de la reprise explique en partie cet état de fait. Alors malgré quelques timides indicateurs encourageants, la situation des Espagnols est loin de s'améliorer. Avant d'en parler avec Daniel Schweizgut, on regarde cette analyse signée Anthony Lesme. L'été est terminé en Espagne et les effets positifs de la saison touristique se dissipent sur le marché de l'emploi. Le nombre de chômeurs en effet augmenté et atteint désormais en octobre les 4,8 millions. En été, je travaille parfois comme sauveteur, je bouche les trous. Et comme je n'ai pas fait des prêts immobiliers, ça peut aller. Mais ce n'est pas ce que je voudrais.
Ma situation est critique. Je suis au chômage, mon mari ne touche pas d'aide et j'arrive à gagner péniblement 300 € par mois. Et j'ai une famille. La semaine dernière, le gouvernement espagnol a annoncé la fin de 2 ans de récession, d'où l'espoir d'une baisse continue des chiffres du chômage. Peine perdue, le ministre espagnol de l'Industrie s'est d'ailleurs dit déçu, mais il reste confiant. L'Espagne aurait introduit les réformes nécessaires. Par le passé, certaines choses n'ont pas été faites de la bonne manière, mais nous avons maintenant une nouvelle politique économique qui repose essentiellement sur un très fort processus de consolidation budgétaire et en même temps sur un fort processus de réforme structurelle. Signe positif, le rendement des obligations espagnoles a également rebondi après 6 mois de baisse. Rebond qui s'explique en partie par l'assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne. Mais beaucoup d'Espagnols ne sont pas convaincus qu'une reprise significative est en cours. Balayeurs et jardiniers à Madrid ont d'ailleurs engagé une grève mardi dernier contre des suppressions d'emplois et des coupes salariales. Et le monde de la finance semble partager des vues similaires aux grévistes. Il y a encore des mesures d'austérité à prendre et on a devant nous une longue route avant d'obtenir une croissance durable. À mon avis, ils ont davantage besoin d'inflation que de croissance pour rembourser leurs dettes. Mais dans le cadre des programmes d'austérité actuels, la croissance sera molle et le chemin très long avant de réelles perspectives de croissance. Les malheurs de l'Espagne n'ont pas été aidés par les dernières prévisions de la Commission européenne. Plus lente que prévu, la croissance de la zone euro devrait gripper des signes de reprise générale en 2014. Un argument de plus pour baisser les taux d'intérêt de la BCE. Voilà, en tout cas, rien de très rassurant pour cette Espagne qui apparaît plus que jamais comme l'une des principales victimes de la crise actuelle en Europe. Alors l'austérité reste-t-elle la seule option pour le gouvernement espagnol? Et surtout, comment inverser cette courbe du chômage dans un contexte, une conjoncture européenne, on l'a vu, qui n'est pas près de s'améliorer? Nous sommes en ligne avec Daniel Schweizguth, économiste au département analyse et stratégie de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. Bonjour. Alors comment expliquer cette tendance qui pourrait paraître paradoxale? D'un côté, fin de récession et retour timide de la croissance, et de l'autre, un taux de chômage qui repart vers les sommets. On est un peu entre optimisme prudent et fatalisme. Alors, pour commencer, le chômage a toujours un cran de retard sur la croissance, c'est-à-dire que le retour de la croissance ne s'accompagne pas immédiatement d'un retour du chômage. Il y a un délai d'environ 6 mois. Alors, on envisage en plus le retour de la croissance au 3e trimestre est très timide, avec une progression de 0,1%, qui reste encore à être confirmée avec les chiffres détaillés du PIB. Mais dans tous les cas, il faudrait une croissance beaucoup plus importante pour commencer à faire à inverser la courbe du chômage. Et de quelle marge de manœuvre, selon vous, dispose Madrid à l'heure actuelle, à l'heure où l'euro fort menace la compétitivité des exportations espagnoles? L'Espagne, on le sait, mise beaucoup sur ses exportations. Tout à fait. Alors l'Espagne a gagné en compétitivité ces dernières années grâce à une déflation salariale interne. Donc dans le contexte d'un taux de change fixe au sein de la zone euro, la seule façon de gagner en compétitivité est de faire baisser les prix intérieurs et en particulier les salaires qui permettent d'avoir des coûts de production plus faibles. Donc c'est ce qu'a fait l'Espagne, un petit peu contrainte et forcée d'ailleurs, mais ça lui a permis de gagner des parts de marché et d'améliorer sa compétitivité. Bien sûr, une baisse de l'euro l'aiderait encore davantage. Ouais, malgré le prix des importations. Alors, au vu des déficits, on a le sentiment que la rigueur, ça peut durer longtemps finalement. En tant qu'experte, vous pensez que ça reste la meilleure solution pour l'Espagne ? Est-ce que ça reste la meilleure solution? C'est une très bonne question. C'est-à-dire, bien entendu, si on pouvait faire une pause dans la rigueur dans les 2-3 années à venir, ça permettrait à la croissance de repartir de façon plus vive, mais ce ne serait que reporter le problème. Alors, bien sûr, ça pourrait être une option, car on sait bien que si tous les pays européens font de la rigueur en même temps, on a un cycle récessif qui s'enclenche en Europe et il est très difficile de s'en sortir. Et vous pensez que le gouvernement actuel pourrait être tenté par un peu plus de relance ? Bien sûr qu'il pourrait être tenté, mais c'est pas parce qu'il est tenté qu'il en a les moyens. Il est toujours dans une situation où les marchés sont très sensibles. Si le gouvernement annonce de la relance au lieu de faire de l'austérité et que les déficits s'accroissent avec la dette publique, c'est un pari qui est très risqué, surtout que ça ne plairait pas du tout aux Allemands. Merci Daniel Schweizguth pour toutes ces explications. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
Art et économie font-ils bon ménage? On va parler de la face cachée des œuvres d'art, celle de la spéculation. En Afrique, les écarts sont flagrants entre la visibilité des artistes de l'Ouest et du Sud et ceux de l'Est. Mais ces derniers émergent peu à peu avec, cette semaine, une grande vente aux enchères d'art moderne à Nairobi au Kenya. Espoir pour beaucoup de se faire un nom, une place à l'international. Plus que jamais, vous allez le voir, le marché des œuvres se pose en alternative à celui des valeurs mobilières. Regardez. Oublié de la scène artistique africaine pendant des années, l'Est du continent regagne peu à peu du terrain sur ses voisins du Sud et de l'Ouest. Michael Soa est l'un des artistes kényans qui se sont fait un nom. Ses peintures audacieuses et souvent humoristiques abordent des questions telles que l'influence des Chinois en Afrique, la corruption et la prostitution. Il voit l'art comme une façon de témoigner de la vie en Afrique. Je ne crée pas de polémique, je crée juste une œuvre qui s'articule autour de choses que je vois. Donc je crois que c'est la société elle-même qui est à l'origine de la polémique. Tout ce que je fais, c'est la documenter. Le travail de Soa a été exposé dans des capitales européennes et des grandes villes américaines. Il fait partie d'un petit cercle d'artistes d'Afrique orientale, remarqués sur le continent et à l'étranger. Mais son cas n'est plus isolé, les œuvres réalisées dans la région suscitent de plus en plus d'intérêt au niveau international. Et les investissements de l'élite locale et de la classe moyenne émergente contribuent à cette reconnaissance tardive. Le collectionneur et économiste Ali Khan Satchou a remarqué cette évolution sur le marché de l'art. On part vraiment de très loin. Je ne crois pas que beaucoup de monde à l'étranger connaissent l'art d'ici. Nous sommes au moment où on commence à apparaître dans le radar. C'est très excitant du point de vue d'un investisseur et de quelqu'un qui apprécie l'art. Et ça va continuer dans une seule direction, vers le haut. De plus en plus de manifestations d'envergure sont organisées autour de l'art de la région. Une vente aux enchères prévue mardi dans un grand hôtel de Nairobi sera la première grande vente d'art moderne et contemporain d'Afrique de l'Est à avoir lieu sur le continent. Nous voulons que les gens nous retrouvent durant cette journée pour découvrir l'art. Vous pouvez acheter ce que vous aimez, mais toujours en ayant conscience que l'art est une denrée précieuse et qu'il exprime le patrimoine culturel de son pays. Les œuvres mises en enchère ne viendront pas seulement du Kenya, mais aussi d'artistes ougandais, éthiopiens, soudanais et tanzaniens. Tous partagent le même objectif, attirer l'œil d'un collectionneur étranger pour être reconnu à l'international. Voilà, et sachez que la vente de mardi à Nairobi a rapporté au total 160 000 €, 15 000 € pour l'œuvre la plus chère. Et c'est l'heure de la revue de presse. Alors c'est dans une ambiance euphorique que le titre Twitter entre en bourse aujourd'hui à New York. Hier, le Dow Jones a terminé sur un nouveau record historique à Wall Street. En revanche, le Nasdaq était lui dans le rouge. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans Twitter ? Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est aujourd'hui que le réseau social doit mettre sur le marché 70 millions d'actions au prix unitaire donc de 26 $. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ces fameuses actions Twitter? Pour répondre à la question, le site internet Mashable s'est basé sur les précédentes introductions boursières des sociétés high-tech. Par exemple, si vous aviez acheté pour 1 000 $ d'actions Amazon quand le site s'est introduit en bourse en 1997, vous auriez pu gagner près de 230 000 $. La même chose pour Google sur le Nasdaq. Oui, 15 ans après. Pour Google, donc sur le Nasdaq depuis 2004, un petit peu plus récent, ça aurait pu rapporter un peu plus de 12 000 $. Et pour Facebook, c'est un petit peu moins, environ 1 300 $. Mais c'est normal puisque le réseau social n'est entré en bourse qu'en mai 2012, donc c'est encore plus récent. Et globalement, c'est quand même plutôt une bonne affaire d'acheter des actions de sociétés high-tech. Il y a donc a priori pas de raison que Twitter ne suive pas le même chemin que ses prédécesseurs. Alors je vois là autre chose, on sait que la crise économique mondiale, elle est loin d'être terminée. Pourtant, une étude qui vient d'être publiée, elle indique que les milliardaires sont de plus en plus nombreux et aussi de plus en plus riches. Oui, c'est le quotidien La Tribune qui révèle les résultats de cette étude. Le nombre de milliardaires a augmenté de 0,5% en seulement un an. Ils sont désormais 2170. C'est un record. Et en plus d'être plus nombreux, ils sont plus riches. Leur fortune a augmenté de plus de 5% entre juillet 2012 et juin 2013. Aujourd'hui, elle est estimée à 6 500 milliards $, c'est-à-dire
4 800 milliards d'euros. Et pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça représente, d'après les auteurs de cette étude, cette somme serait suffisante pour financer le déficit budgétaire des États-Unis jusqu'en 2024. Ouais, donc de quoi donner un sérieux coup de pouce. Alors Johanna, où trouve-t-on la plus forte concentration de ces milliardaires? Alors c'est en Asie, il y a plus de 600 milliardaires, 18 de plus que l'année dernière, mais surtout avec une richesse qui a augmenté de 13%. Ensuite, c'est l'Amérique du Nord, il y a un peu moins de milliardaires qu'en Asie, mais ils sont globalement plus riches. Merci Johanna. Autre sujet, financer les retraites. Alors avec l'espérance de vie qui s'allonge, c'est un casse-tête pour tous les gouvernements, on l'a vu en France récemment. Pourtant au Royaume-Uni, un projet inédit, vous allez nous le dire, vient de voir le jour. Oui, c'est une information du journal Le Télégraphe. À partir de décembre, dans la ville de Nottinghamshire en Angleterre, les chiens policiers retraités auront le droit à une pension. Ils recevront chacun 1500 livres, c'est-à-dire 1800 €, une somme donc pour couvrir leur alimentation et leurs frais vétérinaires. Au total, près de 46 500 € sont prévus donc pour les 26 chiens de policiers de la localité, et cette somme sera financée par les contribuables britanniques, donc une mesure certes inédite comme vous l'avez dit, mais un petit peu aberrante, surtout lorsqu'on sait que le gouvernement a déjà du mal à financer les retraites de ses travailleurs. Merci Johanna, et à très bientôt pour une nouvelle revue de presse. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News. Restez avec nous, l'info continue.